William. Oui. Voilà. Je dis pas William Scheller, je dis William. Parce que c'est le titre de votre livre, Ouais. William Scheller. Ouais. Mais pourquoi William? Parce qu'au fond, vous vous présentez comme ça. Presque mais à c'est- nu devant le public. Bah, c'est l'histoire du môme, et puis, qui a pris conscience un peu de la vie à l'âge de 7 ans, et qui actuellement reste prisonnier dans le corps d'un bonhomme qui devient vieillard. Non. Et c'est William qui est toujours là. C'est pas vrai. Non, je l'ai appelé William pour ne pas faire une confusion avec le chanteur, Oui. le William Scheller. Bah, c'est la pas- vie de William, c'est Oui. la vie, Mais pour- c'est la viande. Mais oui. Oui, mais pourquoi c'est qui William Scheller? Vous le connaissez, William Scheller? Oh là là. Hein? Oui, enfin, j'en parlerai plus tard, ça. Mais c'est le résultat de circonstances, c'est le résultat de... Oui, d'autres choses. Mais c'est pas... Mais là, je voulais parler de William. Ouais. Parce que quand on a des interviews, en général, quand on se présente en tant que William Scheller, c'est généralement, on devient un produit. Oui, un produit On qui vient chante. pour le qui produit. chante, On vient qui fait des disques. Voilà, Oui. oui, on représente le produit. Alors, on vous demande, vous avez un nouvel album, là oui, il s'appelle Tour le Tutu. Oui, d'accord. Ah, ouais. Avec la chanson éponyme, parce que le mot est fabuleux. Oui. La chanson éponyme Tour le Tutu, et là, vous faites des tournées après. Oui, je vais faire une... c'est très bien. Oui, c'est oui. très bien. Alors, William Scheller va nous chanter Oui. la nouvelle chanson Tour le Attends, Tutu. oui, Hein? moi je vais vous dire William, vous voyez ce qu'on dit, si on dit tiens William Scheller, je vais vous parler de lui. On Non, entend cette non. chanson-là, écoutez ça. Non. Oui, ça c'est... Ça gonfle, ça. Oh. Quand ils ont leurs problèmes, Parce que c'est devenu que ça. y a rien à faire. Mais quand même une sacrée chanson. Non? Oui, non, mais enfin, bon, ça va, C'est quoi. nous qui le disons. Oui, C'est le bah public oui, qui bah vous si le vous dit, voulez, William. mais ça C'est le me- public qui vous dit qu'il vous aime. Eh ben oui, mais non, mais moi... J'ai peut-être droit à une vie humaine. Que d'être un homme sandwich. Ah, Comment ça, un homme sandwich? oui, parce qu'on est un homme sandwich porteur de ce que l'on produit, de ce que là. Et j'en ai marre de chanter ma chanson en fin d'émission pendant que le déroulement de fin tourne. Oui. Ça, c'est fini. Alors à un moment, et puis j'ai fait trop de concerts, et puis j'ai fait trop de choses, et puis où sont mes rêves de gosse? Où sont mes... c'est tout ça. À un moment, j'ai dit, j'arrête. Eh ben, j'ai arrêté. Alors bon, c'est pas... Enfin, je dirais pas que j'ai raté mon coup, mais ça donne le syndrome Greta Garbo, quoi. À partir du moment où on dit, j'arrête, on devient une icône. Alors ça devient dramatique, là. Oui, vous avez dit, là, c'est fini. Ah oui. J'arrête. Je ne vais plus monter sur scène, tout ça. Non, c'est fini, c'est Ouais. fini. J'ai mis sur YouTube, j'ai mis partout. Je ne jouerai plus de piano, plus jamais. Je ne chanterai plus jamais, mais je vous ai aimé, et puis voilà. Oui. Et le public vous répond, oui, on vous a aimé. Ouais, Et on vous aime encore. ben oui. Ben, Quand il même. y a je sais pas combien de... Pouf, il y a au moins 300, je sais pas combien de morceaux à entendre. Ça sert à rien. Comme j'ai toujours pensé, d'ailleurs, que faire des albums de 12 titres pour n'en avoir que 2 qui étaient mis en promo, à quoi ça sert? Oui, avoir une victoire d'honneur pour votre carrière. Vous l'avez eu, ça. Ben oui. Ça vous a fait plaisir ou pas? Oui. Je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller parce que j'étais malade. J'étais bouffi par la cortisone, par les machins, par les trucs, à tel point que dans l'hôpital où j'étais soigné, et qu'on me promenait comme ça dans les couloirs, entre les services, etc., ben, l'infirmier m'a dit je pourrais vous poser une question? Ben, j'ai dit oui. Vous ne seriez pas Jean-Pierre Coff? Ça remet les idées en place, hein. Oui, on se dit, là, il y a un truc qui va plus. Oui. Et puis j'étais bouffi, gonflé. Je voulais pas aller à ce truc-là. Et puis, bon, je savais qu'il y avait Véro, pas Véronique Sanson, qu'il y avait la petite, voilà, la petite Louane, et puis l'autre, etc. Ils avaient préparé un truc. Peut-être m'avait-on choisi pour cette victoire d'honneur en se disant, vu qu'il en a plus pour longtemps, autant lui donner tout de suite. Alors j'ai eu ce machin, je crois que c'était du plastique au départ. Non, c'est... Enfin bon, Oui. c'est pas pour moi le plus important. Oui.
Quoi le plus important? Non. C'est quoi alors le plus important, William? Dans les victoires et les Dans machins? tout, non mais dans tout, dans la vie. On va entendre des chansons, parce que nous on aime entendre des chansons. Aïe, On va aïe. entendre un titre d'ailleurs dont vous parlez dans ce bouquin. C'est un souvenir, écoutez ça. Ah oui. Attendez, ça va revenir, ça. Oui, C'est carrément un morceau irrésistible. Ah bah ça Ça s'appelait Les fonctionnait. Irrésistibles, écoutez. Très bien. Oui. Mais vous savez que ça fait C'est partie... les débuts, ça. Non, oui, mais c'est pas que les débuts. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça fait partie de la bande son du prochain James Bond. Ouais, chanté par Dalida. Dalida. Et James avec le Bond. Covid... Ben, William, ça y est, votre premier James Bond. Carrément. Oui, enfin, c'est Dalida. Oui, c'est Dalida. Bah oui. Mais quand on entend ça, parce que ça, ce livre, William, il raconte tous ses souvenirs, cette enfance, cette mère difficile, terrible, ce père, évidemment, biologique absent, qui va vous Ah, rechercher. mon pauvre père, oui. Ouais, il va vous rechercher, puis bien un jour, il va presque vous trouver, mais il est mort. Voilà, vous ne le... Ah bah, c'est moi qui le cherche. Ouais. Oui. Et la famille savait que j'existais en plus. Mais enfin bon, il est décédé, et puis j'ai rencontré ma famille, ma vraie famille, quoi. Et je suis américano, mais écossais, quoi. Enfin, et je suis d'un clan écossais, MacLeod, de Lewis. MacLeod of Lewis, c'est pas un titre nobiliaire, c'est la provenance. C'est une petite île qui est tout en haut, là-bas. Ouais. Ouais. Et les souvenirs, l'Amérique évidemment, et puis Paris, et puis le théâtre des Champs-Élysées, Oh là là. la grand-mère qui était ouvreuse. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, et mon grand-père qui était sur le plateau. Alors donc, j'ai vécu, moi, dans le théâtre des Champs-Élysées. J'y allais au moins 2-3 fois par semaine, qu'il y ait l'école ou qu'il n'y ait pas l'école, d'ailleurs. Et c'est là que j'ai entendu tout ce qui a fait mon envie et que j'ai vu tout ce qui a fait mon envie de faire de la musique, quoi. Ça a été un déclenchement, mais... Ouais, l'envie, elle venait très fortement. Vous alliez au boulevard de Grenelle, voir des partitions. Ah oui, et puis, oui, il y a votre mentor, d'ailleurs, dont vous parlez, hein, c'est Yves Marga. Oui, élève de Gabriel Fauré, lui-même élève de Saint-Saëns, lui-même élève de France Liszt, lui-même... Enfin bon, c'était toute une... Ouf, tout un bagage qui m'a donné. Plus le latin. Je suis quand même pas allé jusqu'au grec, alors que lui, il parlait grec. Enfin, le grec antique, hein. Il me traduisait les pièces de Sophocle à livre ouvert, quoi. Ouais. Et il ne comprenait pas que, dans les années 60, un lycéen n'apprenait pas le latin. Parce que lui, à son bac, hein, il y avait le latin, il y avait le grec. Il y avait tout ça, avec toutes ces choses. Maintenant, on dessine un mouton, puis... Et bon. Ouais, la musique classique. Et puis plus tard, vous allez composer des symphonies, des concertos, vous allez diriger des quatuors, vous allez faire des musiques de films, plein de choses. Puis il y a une chanson qui va cartonner, qui va vous faire passer chez Guy Lux. Oh oui. Oh, ben ça, oui. Oh, ça, c'était un pastiche. Ouais. Oui, je suis passé chez Guy Lux. C'était ma première télévision. Et alors, mon attaché de presse à l'époque, Jean-Pierre Vaubois, il m'a dit, je suis désolé, mais tu es prévu pour passer dans la rubrique de la chanson idiote. Ça fait plaisir. Alors j'ai dit, c'est vrai que c'est un pastiche, si tu veux que je... Mais enfin, quand même, je sais pas. Alors j'ai dit, non, c'est pas... Et Guy Lux lui-même est venu. Lui-même, très gentiment, très bien. Et j'étais assis sur des marches, comme ça. Et il est venu s'asseoir et m'a dit, écoutez, je vous ai donné le passage de l'émission qui est le plus regardé. Hein, d'une part. Et deuxièmement, si votre chanson n'est pas idiote, le public saura très bien s'en rendre compte. C'était une très bonne leçon. Oui, mais parce que ça va être un carton. Et là, vous vous retrouvez dans le Je me showbiz. retrouve dans la même situation que je me suis retrouvé après avec un homme heureux. C'est-à-dire qu'on me redemandait sans arrêt de refaire. Et là, moi, j'aime pas, parce que j'aime bien naviguer, j'aime bien... Oui, mais ces années-là, ça va être les rencontres avec Nicoletta, l'amitié, Barbara, qui avant vous avez dit, mais t'es pas fait pour chanter. Comment ça? Barbara. Oui, c'est elle qui m'a dit, tu devrais, il faut que tu chantes. Et moi, je voulais pas. Je voulais pas parce que ça m'intimidait trop. Puis moi, je voulais être compositeur, enfin, etc. Et puis, ma foi. Alors, elle est allée, évidemment,
après le succès de Louvre, chez Philips, plus avant les Philips, et ben je me suis retrouvé chez Philips et on m'a proposé de faire un essai. Et je connaissais un producteur qui vendait des disques de free jazz au Japon. Enfin, ça va faire partie du deuxième. La suite du bouquin. Il réussissait à vendre des albums sans trous, des vinyles sans trous. Oui, il faisait escroter les commandes des Japonais. Le temps que ça arrive chez les Japonais, qu'on voit qu'il n'y a pas de trucs, il avait de quoi faire un album de jazz, de free jazz, des trucs horribles, des sonneries, des machins. Bon. Et ce producteur, il était l'ami d'une danseuse qui faisait les danses, vous savez, des fois derrière Sacha Distel, il y avait des filles qui étaient nues sous imperméable, comme ça, qui dansaient pour animer. Et elle faisait la chorégraphie, et elle voulait faire une chanson. Et puis il voulait une chanson directe. J'avais écrit cette chanson. Et puis on me demande de faire un essai, donc je dis j'ai bien quelque chose, mais alors j'ai pris 2 ou 3 phrases en anglais comme ça que je répétais en boucle. Oh, c'est chouette, bon. Et puis finalement j'ai sorti un premier album et puis j'ai fait plusieurs chansons. Ouais. Et ça, c'était parti. C'était parti, on va en entendre encore une autre. Voilà. Parce que là, il y a la rencontre avec le public, je disais. Évidemment, il y a Nicoletta, il y a Patrick Juvet, des copains. Ah oui. Catherine Lara. Catherine. Et puis Jodassin. Très proche de Jodassin. Oui. Ah oui, que je voyais. Il habitait pas très loin de chez moi. C'est dommage, on l'a fait vraiment. Enfin, lui, il a été un des premiers à me faire venir dans ses émissions spéciales d'Assa. Mais c'est un peu tardivement qu'on est devenus amis. C'est un peu... et c'est dommage. Parce que j'aimais beaucoup ce personnage, parce qu'il n'avait rien à voir avec les chanteurs et tout ça. Lui, il parlait peinture, il parlait ethnologie, il parlait... Enfin bon, philosophie. Quel bonheur. Parce que franchement, c'était pas courant, quoi. Ouais. Non, mais sinon, effectivement, j'ai rencontré tout le monde, quoi. Ouais. Et ça fait un drôle d'effet. Et alors, Jodassin, parce qu'on va parler aussi, il y a un chapitre dans le bouquin où vous parlez de la poudre blanche. Jodassin, il y a ça aussi. Ouais. Ah oui. Ça, c'est les années 70, ça. Quand je dis que c'est la vie de quelqu'un, mais c'est en même temps un fil conducteur à travers une époque qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses, avec toute une évolution de la fin des années 60 jusqu'aux années 80-90. Ces 30 années-là, il y a eu des libérations dans tous les sens, quoi. Il y a eu des choses... Alors je les ai vécues en même temps que tout le monde. D'accord, oui, j'ai pris la poudre. Oui. Voilà. Je n'étais pas le seul. Oui. Il y a un moment dans le bouquin, vous racontez que vous rentrez le soir et d'un coup, vous avez presque le double de vous-même qui est en face, là, qui vous dit mais qu'est-ce que tu fiches? Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Oui, j'étais persuadé que le double en question, là, il y a une traversée. Hein. Parce que il y avait des couleurs qui se dégageaient des arbres, voilà, au Trocadéro. Dégageaient les arbres. Alors j'ai pris une chaise quand même, et puis j'ai vu, de loin, une espèce de silhouette, mais colorée comme ça, comme un tourbillon de couleurs, de noir, de couleurs, qui s'approchait. Voilà. Je crois pas aux fantômes, non, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se promène, ça peut pas être une femme se promène pas dans un jardin. Donc alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression que ça me ressemblait tellement, en plus. Oui, ça allait me traverser. Parce qu'à ces moments-là, on n'a plus de notion de... Voilà. Qui est intéressant, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est notre discours. Et puis non, ça m'évite. Et puis, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon jumeau. Mon jumeau. Très bizarre. Très bizarre. Voilà. Et c'est très curieux. Moi qui ai toujours voulu avoir un frère, j'ai eu un frère. J'ai eu un frère et Nelly, jeune femme avec qui, à cette époque-là, disons, j'avais une grosse affection qui a duré quand même 6 ans. Elle m'a dit, écoute, moi je veux le voir, parce que, bon. Je lui ai dit, écoute, si, moi je veux voir. Et elle m'a dit, tu vas le garder? J'étais folle. Comment ça le garder? Si, moi je te le dis, tu vas le garder.
effectivement, d'avoir elle, oui, oui, c'était ça. Mais d'avoir ça, ça me faisait l'effet comme quand on est gosse et qu'on attrape un arbre, quoi. Ah, puis il y a une énergie, quoi. Il y a un truc qui se transmet. Parce que moi, je n'ai jamais eu de modèle masculin. Mon beau-père était Jack, qui m'a donné son nom. Bon, j'ai toujours foutu le camp. Ma mère fichu le camp. J'ai jamais été assis sur les genoux de papa. Tiens, bah, papa. À écouter sa voix et à ce qu'on me transmette le plus, enfin l'énergie, le machin, le truc. Donc tout ça, je l'ai inventé par moi-même. Bien sûr, il y avait des modèles, quand j'étais chez les scouts ou des machins comme ça. Mais c'est pas pareil. Donc j'ai toujours vécu avec... il me manquait une branche, quelque part. Ah bah oui, c'était ma branche. Alors elle l'a tout de suite appelé Cœur de Laitue. Je lui ai dit, mais tu le connais? Pas du tout, il s'appelle Cœur de Laitue. Parce qu'elle donnait des noms comme ça. Et elle était vraiment trop célèbre trop célèbre, oui. Pas trop par le public, mais par tout le monde dans le métier. Donc, station de radio très importante. Et donc, on faisait le maximum pour tout cacher. Donc, le bruit avait couru qu'en fait, j'étais un homme marié qui avait 2 enfants, qui avait retourné sa veste pour vivre avec un homme. Oui. Enfin, c'était pas vraiment ça, quoi. C'était pas ça. Mais moi-même, je me posais des questions, parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas la possibilité de se renseigner. Et c'est après que j'ai compris ce que pouvait être ce qui est devenu... parce qu'il y a quand même des gens qui étudient les comportements humains. Ce que c'était que l'homoromantisme. Oui. Homoromantisme. Ouais. C'est-à-dire une affection et un boum, mais sans désir. Ah ouais. Il y a l'hétéroromantisme aussi. On peut être... C'est pour ça. Quand on dit, est-ce que vous pouvez être ami avec une femme, on dit non. Dans les premières secondes, évidemment, il y a toujours un moment, un quart de seconde, on dit, oh non, c'est pas possible, c'est possible, d'accord. Mais il y a quand même des grandes amitiés profondes, des choses comme ça. On peut être ami avec une femme, mais c'est de l'hétéroromantisme. Oui. Et ça reste suspendu. Seulement dans les années 70, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dans le crâne, là? Est-ce que j'ai... Bon. Et c'était très drôle de vivre ça comme ça. Alors, ceux qui savaient disaient, c'est un ménage à 3, ou lui, il a retourné sa veste, ou enfin, bon, bref. Ouais. Quel récit. Écoutez juste ça. Vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique, j'ai un nain fouillé tous nos... Et dans vos chansons, William, Je n'ai rien trouvé dans quand vous jouez à être William Scheller, c'est qui? Ah ben, on fait son boulot, là. Ouais, on fait son boulot. Ah, quand on est sur scène, quand on est devant les caméras, on fait son boulot. On fait son boulot, on projette le personnage que l'on a inventé, et puis, on le fait vivre. Ça ne veut pas dire que c'est soi. Sauf quelquefois. Ouais. Et je dirais pas où. Pourquoi? Parce qu'on fuit le personnage qu'on est, on le cache. Non. Le vrai William. Non. Oh, pourquoi? Non. On a inventé un personnage à partir de bribes, du faut d'un petit détail de sa vie, un petit détail de la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, on a fait un personnage. D'abord, je fais la musique. Et puis, quand j'ai la musique du film, faut faire rentrer un personnage, et puis à partir de là, écrire le scénario, et puis écrire le dialogue. C'est ça, écrire le texte. Et puis, quand le texte est fait, qui colle à la musique, etc., quand on se présente sur scène, on passe les coulisses et on devient ce personnage-là. On n'est plus soi-même, on n'est pas l'autre, on n'est pas le voisin. On est ce personnage-là, quoi. Ouais. Comme faisait Barbara. Vous allez réaliser un album pour elle. Il y avait aussi ça. Oui. C'est ce qui faisait oui, que très vous fort. étiez aussi proche, que vous avez vécu avec elle. J'ai vécu chez elle. Ouais. Non, oui, bien sûr. Mais j'ai vécu avec elle très proche, comme ça, des choses. Où elle me réveillait à 3h du matin. Will, alors, à la porte. Tu dors? Je pense. Alors j'ouvrais vaguement un œil, mais comme sa chienne m'avait pris d'amour, elle dormait avec moi. Cabot, il faut les voir. Hein, machin.
Alors, ah oui, tu dors? Non, 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 parce que j'ai un truc que je vais te montrer. Bon, alors, s'habiller en vitesse, traverser toute la ferme, aller aux côtés du piano. Tu vois, j'ai un accord là. Nanani nana. Eh ben, je voudrais pas que ça se finisse. Ah, c'est fini. Oui, parce que c'est au moment de l'illipation, ça. Alors, il fait ça, il tue. Ah, si je fais il tue. Non, non. Parce que Lily, elle veut. Alors, tout de suite, on passait dans le personnage. Lily, elle sait pas. Elle sait pas. Elle se demande, elle se pose des questions, parce qu'elle voit ça dans le journal. Alors quoi? Ben, je lui dis, écoute, est-ce que tu connais l'accord du triton? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je dis, c'est un accord spécial. C'était interdit par l'Église pendant le Moyen-Âge, mais Chopin s'en l'utilise beaucoup. On appelle ça la sixte napolitaine. Elle dit, avec des fruits confits. Puis alors, elle rigole. Ah, bon, c'était que des fous rires, des machins, des trucs. Alors, je lui dis, mais attends, fais cet accord-là. Et tu laisses la voix légèrement tomber là-dessus. Attends, fais voir comment tu fais. Oh, mais c'est chouette le truc. Oh, ben ça me plaît bien ça. Bon, ben ça va, je peux continuer. Va te coucher. Il y avait des soirs. Mais quand même, c'était. Ouais, ça se passait là, quoi. C'était. Parce qu'on m'a souvent dit que je parlais comme elle. Elle finissait pas ses phrases. Ouais. Alors, elle me disait, tu comprends, parce que là, les cordes, je voudrais qu'elles aillent comme ça, qu'elles soient bleues, qu'elles tournent, qu'elles soient bien, tu vois. Et hop là. Ah oui. Bon, il fallait. Oui. Je comprenais. Mais il fallait être un peu fou comme vous l'êtes, William. Parce que je reviens, je voulais dire quand même. Pratiquement, votre première composition, c'est une messe. Ah ouais? Non, mais vous commencez bien avant tout ça. Le premier truc, c'est d'écrire une messe. Ben, c'était dans l'air du temps. C'était un peu dans l'air du temps, ce principe. C'était Pink Floyd. C'était toute cette musique qui était du rock progressiste, enfin des choses comme ça, avec des instruments symphoniques. Il y avait Yes, il y avait tout ça, ce groupe. Et ça, c'était suite à Sgt. Pepper des Beatles qui a lancé l'affaire. Mais Frank Zappa, tout ça. Et j'avais des amis qui se mariaient. Je me suis dit, je vais leur acheter un pot de fleurs. Non. J'avais gagné des sous avec My Year's a Day. Et j'ai dépensé pratiquement jusqu'au dernier centime pour produire un album qui s'est vendu, comme disait quelqu'un, comme des cages à lions, quoi. Enfin, et voilà. Puis personne ne s'y est intéressé, sauf quelques zinzins, genre à Tokyo, on le trouvait sur les puces. Ou des gens qui se sont intéressés. Il a fallu une génération et demie pour s'intéresser à ce genre de musique. Ouais. Qui est culte maintenant. Oui. Culte. Ouais. Oui, tout le monde cherche votre disque. J'ai vu les prix, oui. Oui. Mais quand vous dites, il y a William Scheller et puis voilà, c'est un personnage. On entend une chanson, mais j'ai l'impression quand même, quand vous dites « Oh, je cours tout seul », c'est vous quand même, William. Oui, ça. Oui. Oui, c'est un mélange de choses. Ça, c'est parmi l'autre. Écoutez. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage. Eh oui, faut choisir. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage. Eh ouais, une passion. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oui, mais ça c'est aussi... C'est très curieux parce que ça a été utilisé un jour dans une émission qui parlait de l'alphabétisme et de gens qui étaient bloqués par l'analphabétisme. Et ils se sont servis de cette chanson parce que ça marche aussi dans ce sens-là, quoi. Il y avait aussi ce rêve où je courais à côté d'un train avec des gens qui se bousculaient à travers les vitres, enfin, et qui essayaient de me parler pour faire arrêter le train, mais je pouvais pas. Enfin, c'est assez bizarre. Alors tout ça, c'est un mélange. Une chanson, c'est un mélange de fantasmes, un mélange... Ouais. Mais avec beaucoup de vous, parce qu'on court, et à un moment donné, il y a la chute, parce que vous avez côtoyé le précipice aussi, William. Je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares. Mais il y a eu un moment, la maladie.
y a un moment, ce qui est arrivé. Ouais. Oui, ah bah ça c'est... Oui. Bah ça, heureusement, c'était pas grave. Enfin, c'était pas grave. Ça aurait pu. Mais, bon, je m'en suis remis, hein. Je m'en suis remis. Et tout va très bien. Mais c'est plutôt la scène qui m'a usé et le trop de boulot, et le trop de concerts, quoi. Et en faire plus d'une centaine dans l'année... quand on fait le concert, plus le voyage, le déplacement, etc., sans arrêt, des fois dans des conditions mal faites par des gens qui ne comprennent pas ce qu'est le métier, ce qu'est l'éthique de ce métier, au bout d'un moment, ça donne une overdose, ça donne ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, quoi. C'est-à-dire que le corps qui se révolte, l'esprit qui se révolte, on se révolte, c'est plus possible. Donc le cœur, et on passe outre au départ. Jusqu'au jour où le cœur, c'est plus du tout une petite tachycardie, ça joue au ping-pong là-dedans. Et on se retrouve avec des gens qui proposent la chirurgie, qui proposent... Oh là 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 là. Je suis rentré sur Paris parce que j'étais à Bruxelles quand ça s'est vraiment déclenché. Et j'ai dit à mon régisseur de l'époque, je lui ai dit, écoute, viens me chercher à la gare, mais tu m'emmènes directement à l'hôpital, aux urgences. Ils m'ont mis un peu sur pattes, et je suis reparti comme un imbécile, et c'était encore pire. Et puis là, on voulait me placer des pastilles, ouh là 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 là. Eh ben non. Finalement, c'est parce que les gens qui m'envoyaient au charbon... voulait se faire rembourser les concerts que j'étais contraint d'annuler. Seulement, ça se passait à l'époque de l'histoire, l'affaire Paul Naref. Ou Paul Naref. Peut-être, disons-on, par manque de public, s'était déclaré malade alors qu'il était en train de faire la fête dans un grand hôtel, pas loin là. Et s'était fait piquer. Bon. Alors donc on se méfiait un peu des artistes qui... Voilà. Alors donc on m'a envoyé un inspecteur qui, lorsqu'il m'a vu, il a compris tout de suite que j'étais pas en train de m'amuser chez moi à boire des... Voilà. Et il m'a dit, mais vous avez un cardio? J'ai dit, cardio, il faut attendre 6 mois pour en avoir un. Il dit, pas avec nous. En 3 jours, j'en ai eu un. Pas loin là. Pas loin. Qui m'a remis sur pied avec 3 petites pilules. Et puis me revoilà. Génial. Ah ouais. Et là, on est très contents. Eh ben, et moi donc. Mais quand même, je voulais quand même vous redemander, William, Ouais. pourquoi vous avez voulu rencontrer votre père biologique? Parce qu'au fond, on se dit, pourquoi vous vouliez retrouver William? Ouais. Bon, au départ, on se retrouve sans racines. Vous avez eu besoin de ça? Non. Mais tard. Oui. Tout être humain a besoin de racines. Non, j'ai fait mon boulot, bon. Et puis je me suis dit, c'est peut-être pas la peine. Si j'arrive... Enfin, je cherchais, comme ça. Puis des guerres où il y a des enfants de soldats américains, il y en a eu plein. Hein. Il n'y a pas eu que la guerre de 40. Hein. Ensuite, ça a été le Vietnam, ça a été le Japon, ça a été la Corée, ils n'arrêtent pas. Donc... je suis tombé sur un site qui n'existerait pas en France. C'est-à-dire il faut s'inscrire, il faut payer. Les Américains, il faut payer. Mais si on donne le plus de documents possibles ou d'informations possibles sur une personne, on peut la retrouver. On peut savoir si elle a fait de la prison, si elle a blablabla. Je me suis inscrit là. Et puis en plus, Colin Thomas MacLeod, ça s'écrit différemment. Ou ça peut être Colin Thomas, ou ça peut être Thomas Colin. Enfin, blablabla. Et puis, un jour, poum, je tombe sur une adresse avec 2 numéros de téléphone. Ça, en 98. Ouais. Et je suis resté sans... je me suis dit, ça vaut peut-être pas la peine. Bon, puis après tout... Et puis arrive 2004 avec le 60e anniversaire du débarquement. Je vois des documents où des gens se sont retrouvés. Alors je me suis dit, s'ils se sont retrouvés, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas laissé tomber. Si j'essayais, et j'ai écrit à M. Thomas Colin MacLeod, en me disant, je verrai bien ce qui se passe. Je m'attendais à ne pas avoir de réponse du tout.
Et puis, 15 jours après, oui, environ. C'est pas une petite lettre que j'ai reçue. Parce qu'une petite lettre, ça pouvait dire non. C'est pas moi, je suis désolé. Parce que j'avais laissé la possibilité. Mais chose que j'avais dite, c'est que je n'étais qu'un homme qui cherchait ses racines. Ce qui est très important pour les Américains. Ça, les racines, c'est... bon. Eh bien, j'ai reçu une enveloppe comme ça. Avec des photos de toute la famille. Remontant jusqu'en 1920, avec l'arrière-grand-père qui était tailleur à Édimbourg. Enfin bon, des trucs insensés. On savait que tu existais, mais on savait pas où tu étais, etc. Enfin, blablabla. Alors, tu as un mail, la nôtre, voilà, tout de suite. Ah, c'est une chance que tu parles anglais, c'est vrai. Parce qu'il y a des mômes de soldats américains qui sont nés en Tchécoslovaquie. Enfin bon, à partir de là, ça devient difficile. Mais moi, j'avais vécu aux États-Unis quand même. Donc, ça c'est tout de suite. Mais actuellement, deux fois par semaine au moins, on est par vidéoconférence ou par mail, quoi. Oui. Pas votre père, bien sûr, parce qu'il était mort. Mais oui. vous vous découvrez demi-frère. Ah oui, et je me trouve vassal de mon frère. Parce que dans les clans, ça se produit comme ça. Le principal, l'aîné du clan, s'appelle Colin. Et en deuxième, à son nom usuel. Mon frère, c'est Colin Cameron MacLeod. Eh bien, moi, je me serais appelé Colin William MacLeod. Donc, c'est lui qui est le chef de famille. Moi, je ne suis pas le chef de famille, donc je ne porte pas le nom de Colin. Mais c'est pour différencier les... Parce qu'il y en a depuis, depuis des siècles. Ouais. Vous deviez être le petit Beethoven. Ah, je voulais faire comme Beethoven. Oui, vous vouliez faire comme Beethoven. Ouais. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez été un homme heureux quand même, Non. William? Mais un homme heureux, ça ne veut rien dire. Un homme heureux, ça ne veut rien dire. Enfin... j'ai pas vécu dans la misère, on m'a pas battu, j'ai pas été... rien du tout. Mais se dire qu'on a vécu une vie heureuse, alors, faut être... Parce que on dit bien un imbécile heureux, quoi. Le bonheur, c'est pas... À un moment, une espèce de paroxysme, une étincelle, ouf, le bonheur, voilà. Et on est heureux pendant une heure, pendant 2 jours, je sais pas, mais pas toute la vie. Pendant toute la vie, c'est pas possible. C'est pas possible, ce sera insupportable. Non. Merci, William. William, par William Scheller, aux éditions L'Équateur, c'est formidable. Merci. William, restez William. Ah bah ça oui. Toujours. Oui, non mais oui, de toute façon, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. Je peux pas m'arrêter vu qu'il n'y a plus de nom sur les gares, comme je dis. Tout va bien. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.